Depuis le début des années 1980, à travers le monde, des centaines de figures mystérieuses ont été découvertes dans des champs de céréales. Si certains n'y voient que d'habiles supercheries, d'autres en revanche y devinent un message secret, une volonté non humaine de communiquer avec nous. On raconte que les plantes recueillies dans certains de ces cercles céréaliers présentaient d'importantes modifications au niveau de leur ADN. Certains auraient même réussi à filmer l'apparition de l'une de ces extraordinaires figures. Si ces images sont authentiques, le phénomène des cercles céréaliers se mérite une place de choix au cabinet des curiosités extraterrestres. Au fil des ans, le phénomène des ovnis est devenu un tel fourre-tout qu'on y retrouve aujourd'hui une kyrielle de dossiers dont l'association avec d'éventuels objets volants non identifiés est beaucoup plus intellectuelle que factuelle. C'est le cas, par exemple, des cryptides, des créatures étranges dont les incursions dans notre monde ont donné lieu à des témoignages tout à fait incroyables. 1990. Du jour au lendemain, l'île de Porto Rico devient le terrain de chasse d'un prédateur sorti tout droit d'un roman de Lovecraft. La créature s'attaque principalement au petit bétail, moutons, poulets et chèvres, dont elle abandonne les carcasses complètement exsanguées, d'où son nom de Chupacabras, qui signifie littéralement le suceur de chèvres. Au dire des témoins, la créature ressemble à une sorte de gargouille de 1,50 m de haut, avec des ailes membraneuses, des griffes acérées et d'immenses yeux rouges et brillants. Alors, le chupacabras, quelle que soit sa réalité physique, très hypothétique d'ailleurs, appartient beaucoup plus au phénomène fortéen ou encore à la cryptozoologie qu'à l'ufologie. Il n'y a en fait aucun lien direct avec les ovnis. Essentiellement, il s'agit d'une sorte de créature. En fait, on peut retrouver ce genre de créature dans la littérature fortéenne, comme par exemple le diable du Jersey, dont les apparitions remontent au début du XXe siècle. Les caractéristiques générales du diable du Jersey étaient presque identiques à celles du chupacabras. Il s'agit donc d'une créature particulièrement cruelle. Il faut dire que chupacabras signifie suceur de chèvre, une créature donc qui supposément attaque les animaux pour boire leur sang. Tout cela a commencé à Porto Rico il y a quelques années. Avant cela, si on recule dans la littérature portoricaine, on retrouve dans les années 1970 un personnage très sérieux, le fondateur de l'ufologie portoricaine, Sebastián Robio Lamarche, qui a évoqué de nombreuses affaires étranges survenues dans les Caraïbes. Et parmi ces histoires, il a mentionné une vague d'attaques survenue à l'époque à Porto Rico et attribuée à une créature surnommée le vampire de Moca. Le vampire de Moca était une version plus sobre du chupacabras. La créature n'avait pas toutes ses piques sur la tête. Mais si vous comparez les dessins, il s'agissait du même genre de créature. Il semble donc y avoir quelque chose de réel dans ces histoires. Mais l'affaire s'est amplifiée. Vous avez cette incroyable vague sociale que vous pouvez suivre vers le sud. L'affaire a commencé à Porto Rico, où elle a été très médiatisée, puis elle a gagné le Mexique, où encore une fois, grâce à des gens comme Jaime Maussan et d'autres, elle a joui d'une incroyable publicité. Et par la suite, elle a continué sa progression vers le sud. Et au Chili, cette vague a pris des proportions tout à fait grotesques. On a même été jusqu'à prétendre qu'il y avait un nid de chupacabras. On peut retrouver tout cela sur un site internet très sensationnaliste entretenu par un groupe d'ufologues chiliens et aussi dans les journaux à sensation. Un nid de chupacabras, donc, qui aurait été bombardé par l'armée de l'air chilienne. Il y a quelques années, alors que j'enquêtais sur place, j'ai parlé à de nombreux témoins qui avaient vu cette créature.
Une créature qui a d'ailleurs été vue par des dizaines de témoins et dans certains cas simultanément. La créature est capable de voler, elle atterrissait sur le toit de leur maison et les terrorisait. Je pense que le témoin le plus remarquable avec lequel j'ai pu m'entretenir était un agent de police portoricain qui avait surpris l'une de ces créatures alors qu'elle était en train de tuer son chien. Avec son 357 Magnum, il a alors fait feu sur la chose à bout portant avec des balles explosives. Croyez-moi, ces balles font généralement beaucoup de dommages. Elles n'ont toutefois pas tué le chupacabras, mais elles l'ont sans doute privé de son dîner. Il a perdu beaucoup de sang et des échantillons ont été recueillis par les médecins de la police portoricaine. J'ai obtenu beaucoup de soutien de la part des agents de la défense civile portoricaine qui m'ont permis de rencontrer leurs policiers. En ce qui me concerne, cette créature est bel et bien réelle. J'ignore d'où elle vient, mais elle semble être un collecteur de sang. Son objectif ultime semble être la collecte de sang ou d'autres fluides internes sur nos animaux terrestres. Voilà, en quelques mots, c'est tout ce que je peux dire au sujet du chupacabras. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de vrai dans ces histoires, comme dans l'affaire du vampire de Moca d'ailleurs. Initialement à Porto Rico, il y a eu des rapports établis par un vétérinaire. Malheureusement, depuis, et c'est le principal problème avec le chupacabras, il n'y a eu aucune autre analyse médico-légale. Tout n'a été qu'une affaire de médias et de témoins. Certes, il y avait bel et bien des poulets morts et d'autres animaux, mais tout cela peut s'expliquer par la présence de prédateurs naturels. Et même si ces affaires étaient réellement inexplicables, le problème de l'absence de rapport de pathologie se poserait quand même. Lorsqu'il est question d'animaux mutilés, quels qu'ils soient, vous avez absolument besoin d'une analyse médico-légale de la carcasse. Sinon, ce n'est pas sérieux. À la fin des années 1990, alors que l'affaire du chupacabras prend de plus en plus d'espace dans la littérature ufologique, et ce même si son lien avec les ovnis demeure hautement spéculatif, une autre créature va venir ajouter au régal des amateurs de mystère. Cette nouvelle apparition a pour théâtre Varginha, un petit village de l'État de Minas Gerais à quelques 320 km au nord-est de Rio de Janeiro, au Brésil. Je pense que l'un des cas les plus importants des années 90 concerne une créature qui aurait été capturée par des agents du département des incendies et des militaires à Varginha, au Brésil. Cette affaire compte un très grand nombre de témoins oculaires. Qui plus est, plusieurs des militaires impliqués ont accepté de témoigner publiquement, ainsi que le personnel médical qui aurait pris soin de la créature. Cette affaire a commencé une journée de janvier 1996. Deux jeunes filles, en fait 3 témoins, ont vu une étrange créature recroquevillée, peut-être même blessée. Une très étrange créature. Éventuellement, pour rester bref, des agents du département des incendies et des militaires se sont amenés avec des filets pour capturer la créature. Puis une autre créature a été capturée ailleurs. Elles ont été amenées par les militaires dans un hôpital puis dans un autre hôpital où les 2 créatures ont été examinées. L'une d'elles est décédée et a été autopsiée par le docteur Badan Palhares, lequel a refusé apparemment que son nom soit dévoilé publiquement. Quoi qu'il en soit, je reste convaincu qu'il est bien le médecin qui a fait cette autopsie. Ces détails ont été publiés dans un livre au Brésil. J'ai moi-même écrit les détails de cette histoire dans mon livre Unearthly Disclosure. C'est vraiment une histoire extraordinaire. On pourrait la qualifier de Roswell brésilien. Mais à la différence de Roswell, cette affaire est toute récente. Et il y a de nombreuses personnes qui d'ici peu pourraient en parler publiquement. L'explication officielle est que tous ces témoins étaient causés par un couple de nains dont la femme était enceinte et par un autre nain qui essayait de se mettre à l'abri de la pluie. Pour moi, l'explication officielle de l'armée brésilienne est tout à fait ridicule. À propos de l'affaire de Varginha, cette histoire, si ma mémoire est bonne, remonte à 1996. Encore une fois, si vous vous référez aux rapports originaux, c'est une affaire qui pourrait être qualifiée de rencontre rapprochée du 3e type. Il y avait initialement ces 3 jeunes filles des quartiers pauvres de Varginha qui ont raconté avoir vu cette créature.
Cette histoire est peut-être vraie. Des gens comme John Mack et d'autres personnes ont interrogé les jeunes filles et tous ont été convaincus de leur bonne foi. Elles se sont enfuies paniquées en voyant cette créature nue qui courait dans tous les sens. Puis à partir de là, l'histoire est devenue fantastique. Elles auraient appelé le service des incendies qui se serait rendu sur place où des agents auraient capturé le soi-disant extraterrestre à l'aide de filets et de bâtons. Il s'agit probablement de l'extraterrestre le plus primitif de toute l'histoire de l'ufologie. Il courait nu, il a été capturé avec des filets et n'avait aucun équipement, pas d'uniforme, rien. Même si quelque chose a réellement été capturé, je pense qu'il s'agissait probablement plus d'un être appartenant à la cryptozoologie qu'à l'ufologie. Mais peut-être à cause de Roswell, de la zone 51 et de tous ces autres mythes qui jouissaient à l'époque d'une incroyable publicité, on a commencé à avoir des copies de l'affaire de Roswell un peu partout à travers le monde. Je me souviens qu'il y a eu un Roswell polonais et un Roswell chilien, mais la plupart de ces histoires n'ont pas connu de succès. Cependant, l'affaire de Virginia est devenue très populaire. Du récit initial de ces trois jeunes filles, l'affaire a dégénéré en une histoire de soucoupe écrasée et d'autopsie d'extraterrestres sous la tutelle des forces armées américaines. Le grand jeu, quoi. Mais à ma connaissance, rien de tout cela n'a jamais été bien documenté. Les ufologues brésiliens étaient désireux, eux aussi, d'avoir leur histoire de soucoupe écrasée, et ils ont vite sauté sur cette affaire. La grande ménagerie de l'extraordinaire fourmille de créatures cauchemardesques. Il y a certes le Chupacabra célèbre de Virginia, mais que dire aussi du Mothman, du monstre de Flatwood ou encore du démon de Dover. Le problème avec ces nombreuses histoires de créatures inconnues, c'est qu'elles ne sont appuyées que par très peu, voire par aucune preuve physique. Elles constituent un ensemble plus ou moins crédible et hétéroclite de récits et de témoignages. Hélas, il n'existe aucun document officiel confirmant ou infirmant la réalité de ces affaires, pas plus qu'il n'existe de photographies ou de films crédibles montrant l'une ou l'autre de ces créatures. Dans les premiers jours de l'affaire du Chupacabras, un vétérinaire de Porto Rico, le Dr Carlos Soto, a bien confirmé que les prétendues victimes du monstre avaient été tuées par un animal étrange, un prédateur inconnu de la faune locale. Malheureusement, ces analyses n'ont jamais fait l'objet d'une contre-enquête. Pour l'heure, ces créatures étranges demeurent des locataires d'une invraisemblable ménagerie, celle du cabinet des curiosités. Chaque année, des centaines de têtes de bétail sont tuées et mutilées, tant aux États-Unis qu'au Canada, et même dans certains pays d'Europe. Évidemment, la plupart de ces décès sont attribuables à des prédateurs comme des loups, des coyotes et même à certains oiseaux charognards comme des busards. Mais au-delà de ces constats, il existe toute une série de mutilations qui ne s'expliquent pas aussi aisément. Dans ces derniers cas, on parle d'animaux qui auraient été amputés de plusieurs organes comme l'anus, l'appareil reproducteur, les yeux et les oreilles. Ces ablations auraient été exécutées avec une précision chirurgicale. Enfin, dans de nombreux cas, les animaux, surtout les bovidés, auraient littéralement été vidés de leur sang. Ces mutilations sont d'ailleurs si intrigantes que certains n'hésitent pas à les attribuer aux extraterrestres. Le phénomène des mutilations animales est très inquiétant. J'ai pu voir par exemple des rapports très détaillés réalisés par l'Institut national pour la découverte scientifique aux États-Unis, incluant des rapports d'analyse médico-légale montrant supposément de très inhabituelles coupures, peut-être le résultat d'une incision au laser. Apparemment, il n'y avait aucune trace de prédation sur les carcasses. Et enfin, on mentionne la possibilité que les corps aient pu être exsangues. Que signifie tout cela? Je l'ignore. Durant mon mandat de 3 ans à étudier les ovnis, j'ai contacté des gens attachés à notre ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation pour voir si nous aussi avions ce genre de mutilation animale. Il y a eu en effet quelques morts mystérieuses, mais ces décès ont été plutôt attribués à un autre mystère, celui des grands félins fantômes, des grands prédateurs qui apparemment entraient les terres de Grande-Bretagne, des lynx, des panthères et même des lions qui auraient été vus en liberté. Ainsi, en Angleterre, tout décès plus ou moins mystérieux est automatiquement attribué à ces félins.
même parfois des attaques aussi banales que celles d'un chien. Ces cas n'ont donc jamais été étudiés avec la profondeur que j'aurais souhaité. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un mystère très intriguant. Alors, les mutilations animales, moi, je considère que c'est l'un des dossiers très importants et quand même assez inquiétants, hein, disons, hein, sur les ovnis. Ça dure depuis maintenant très longtemps, puisque les premiers cas connus, ça remonte à 1967, le petit cheval là, qui avait été trouvé complètement découpé de manière horrible. Et il y a eu une montée en puissance de ces phénomènes au cours des années 70, 75, une année particulièrement intense. Les autorités locales ont demandé des enquêtes, le FBI ne voulait pas, a fini par confier une enquête à un enquêteur à la retraite qui s'appelait Rommel, qui a déposé un dossier un an plus tard disant que ce sont des charognards, des animaux prédateurs. Mais en fait, quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que ça ne tient pas la route, cette explication, parce qu'on voit des mutilations extrêmement étranges, comme découpées au laser. On voit par exemple la peau de toute la face qui est découpée. Et des animaux charognards ne peuvent pas faire ça, en fait. Et il y a de très très nombreux cas qui se sont accumulés, qui ont beaucoup inquiété les paysans. Ça s'est passé surtout aux États-Unis, mais pas seulement. Il y a des cas aussi au Canada, et il y en a en Europe également, en Europe du Nord, notamment en Scandinavie, en Grande-Bretagne. Il y a maintenant, là, cette année, il y a eu toute une vague de mutilations en Argentine. On a essayé d'expliquer ça par l'action de petites souris, mais là aussi, ça n'est pas crédible. Cette explication n'est pas crédible. Et elle est violemment contestée par des experts régionaux. Donc, on a aussi cette hypothèse qui a été avancée par certains, suggérait que c'était des expériences militaires secrètes. Moi, je ne crois pas du tout à cette explication. Pourquoi? Parce que si les militaires voulaient faire des études secrètes, ils n'auraient pas besoin de faire des mises en scène grandiloquentes, effrayantes la population. Ils feraient ça discrètement, ils achèteraient des animaux ici et là, et ils feraient ça tranquillement dans des laboratoires. Alors il y a une autre hypothèse qui est de style conspirationniste, qui dit « Ah oui, mais c'est fait exprès, ce sont des mises en scène pour faire peur, faites par des militaires qui veulent que les gens aient peur des extraterrestres. » Pourquoi cela? Parce qu'ils veulent exploiter cette peur pour prendre le pouvoir, ou on ne sait quoi, pour asseoir leur pouvoir, avoir un plus grand contrôle sur les opérations, sur la population. Bon, moi, je ne suis pas du tout non plus convaincu par ce genre de raisonnement. Et je crois que malheureusement, nous avons... Parce qu'il y a aussi pas mal de mutilations avec des observations d'ovnis dans la région. Hein. Donc je crois malheureusement que c'est lié aux ovnis et que c'est un des aspects quand même inquiétants du dossier ovni. Malheureusement, malgré sa popularité, l'hypothèse extraterrestre ne repose sur presque rien. Certains auteurs ont bien tenté de tirer des corrélations entre la découverte d'une vache mutilée et l'observation d'un ovni rapporté dans le secteur. Mais là s'arrête toute corrélation entre les ovnis et ces mutilations animales. En fait, ces coïncidences, et rien ne permet de croire qu'il puisse s'agir d'autre chose que de simples coïncidences, sont bien peu de choses si l'on tient compte que le phénomène des mutilations animales remonte à la fin des années 1960. De toutes les hypothèses liées aux mutilations animales, celle d'une intervention extraterrestre demeure la plus invraisemblable et la plus mal documentée. Concernant les mutilations animales, je n'ai personnellement examiné que 2 ou 3 cas. Je suis très intrigué. Les ranchers et les propriétaires des carcasses ont été très surpris par ce qu'ils ont vu. Ils n'avaient aucune explication, tant sur la cause que sur l'état de décomposition de l'animal. Je ne suis pas un spécialiste, j'ai donc dû m'en remettre aux experts en pathologie animale. Et lorsque j'ai parlé à l'un d'eux à propos de ce qui avait été observé, il était d'opinion que ce qui avait été trouvé n'était rien d'autre que des restes d'animaux morts de façon naturelle ou encore victimes de prédateurs. Ils n'ont rien vu de très concluant. Aujourd'hui, il y a en Alberta un excellent enquêteur du nom de Fernand Belzile, qui est lui-même un rancher de bonne réputation et qui connaît bien ce qui peut arriver au bétail.
Il a vu un grand nombre de ces carcasses et il est convaincu qu'il y a plus dans les mutilations animales que de simples attaques par des prédateurs ou des morts naturelles. En ce qui me concerne, je ne vois toujours pas de relation entre ce phénomène et celui des ovnis. Mais je crois qu'il s'agit d'un phénomène intéressant et qui mérite d'être étudié. Je souhaiterais néanmoins voir davantage de pathologistes s'impliquer, parce que pour l'instant, la plupart des personnes qui mènent ces enquêtes sont des ufologues qui n'ont, hélas, aucune formation dans ce domaine. Or, je pense que les gens qui font ces expertises doivent avoir cette autorité. Dans une autre perspective, la possibilité qu'il puisse s'agir de l'œuvre de petits groupes se livrant à des sacrifices d'animaux doit elle aussi être écartée. Dans l'ensemble, les groupes sataniques qui se livrent à de tels sacrifices favorisent des petits animaux, des chiens, des chats et bien entendu des chèvres et des boucs. Si les mutilations sont à mettre au compte d'intervenants humains, il faut regarder ailleurs que dans les sectes. Pourrait-il alors s'agir d'une vaste opération secrète orchestrée par les autorités? Pour que cette hypothèse puisse avoir le moindre sens, il faut faire preuve d'un maximum de spéculation. Pour les besoins de l'exercice, imaginons des agents à la solde d'une occulte faction du gouvernement se livrant à des tests complexes pour étudier le comportement aéroporté de certains gaz dans l'éventualité d'une toujours possible guerre bactériologique ou chimique. Ces gaz, pour l'instant inoffensifs, seraient simplement envoyés dans l'air, puis, après quelques jours, un commando d'élite irait prélever sur les cheptels des échantillons de tissu. Ce scénario, quoiqu'à la limite de la paranoïa, n'est peut-être pas aussi dénué de vraisemblance qu'on pourrait le croire. Récemment, j'ai pu obtenir toute une série de documents secrets extraits des archives du FBI. Les documents rapportent que certaines bêtes ont été retrouvées avec un fort dosage d'un insecticide atropine dans le sang, une substance utilisée comme drogue paralysante. Un autre rapport évoque la possibilité que ces mutilations auraient pu être faites pour tester les effets de la vitamine B12 sur l'organisme ou d'autres toxines sur les ganglions. Aussi compromettantes que soient ces spéculations, les documents se gardent bien de pointer dans une direction précise. Curieusement, dans son rapport officiel remis à la presse en 1980, le FBI, qui avait été appelé à se pencher sur cet épineux problème des mutilations à la demande du gouverneur de l'État du Nouveau-Mexique, a conclu que les mutilations étaient essentiellement l'œuvre des prédateurs. Nulle part il n'y était question de ces substances toxiques trouvées sur certains animaux. Mais s'il s'agit d'agents à la solde du gouvernement, pourquoi utiliserait-il le bétail des agriculteurs? Ne serait-il pas plus discret d'utiliser des terrains et des animaux appartenant au gouvernement? Voilà des questions qui, pour l'heure, demeurent toujours sans réponse. Des interrogations qui, à n'en pas douter, continueront d'alimenter les plus folles rumeurs de conspiration. Au début des années 1980, un nouveau phénomène étrange va devenir la marotte des ufologues, les cercles céréaliers ou crop circles. Initialement, on ne parle que de cercles de dimension inégale, découverts au petit jour, sculptés à même les champs de culture. Les plants ont visiblement été couchés sans que les tiges ne soient brisées. Une curiosité qui, dit-on, exclut toute possibilité de mystification. Étrangement, le phénomène semble à peu près exclusif au sud de l'Angleterre. Puis alors que les scientifiques en sont à évoquer des modèles théoriques pour expliquer comment des micro-tornades pourraient produire ces cercles, le phénomène évolue. Les cercles se transforment en une variété de figures géométriques plus complexes les unes que les autres. Plus question ici de parler de phénomènes naturels. Quelle que soit la cause derrière ces figures, le phénomène témoigne d'une extraordinaire faculté de transformation et d'une grande intelligence. En 1991, alors que certains en sont à chercher un message secret derrière ces figures, une nouvelle tombe comme une douche écossaise. Deux retraités, Doug Bauer et Dave Chorley, annoncent que ce sont eux qui ont lancé l'affaire des cercles céréaliers. À l'aide d'une planche et d'une corde, ils auraient fait leur premier cercle à la fin des années 1970. Mais à l'époque, la presse n'en avait pas fait mention. Puis, à force de récidiver, le phénomène a fini par intéresser les médias. L'affaire était lancée. Comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, les aveux de Doug et Dave ne convaincront pas tout le monde, loin s'en faut. Qui plus est, les partisans d'une réalité exotique derrière les cercles céréaliers rappellent que les deux retraités ont été payés près de 2000 $ pour leur exclusivité. L'argument du désespéré. L'une des nouvelles facettes de l'ufologie des années 1980, c'est l'émergence du phénomène des cercles céréaliers, particulièrement dans les régions vallonnées du sud de l'Angleterre. En fait, près de Warminster, où est née l'ufologie britannique.
Bien sûr, ce phénomène a également été rapporté dans d'autres pays. C'est un phénomène très populaire. Il a même été adapté pour la première fois au cinéma dans le film Signs. C'est un phénomène qui a été l'objet de bonnes enquêtes. J'ai moi-même passé 2 ou 3 ans à étudier ces cercles céréaliers un peu partout dans le sud de l'Angleterre, ainsi qu'en Suède, alors que j'y travaillais en compagnie de chercheurs suédois. Ce qu'il est important de retenir à propos des cercles céréaliers, c'est qu'il y avait à l'époque une croyance qu'un cercle céréalier ne pouvait pas se former de façon naturelle. Il y a même encore des gens qui continuent d'affirmer que les plantes sont pliées d'une manière particulière, ou qu'elles poussent d'une façon si anormale que l'explication d'un simple pliage mécanique ne peut pas être retenue. Puis il y a eu toute une série de tests menés entre autres par le journaliste John McNish de la BBC. Il s'est rendu dans un champ avec des gens qui avaient avoué être les responsables de certains cercles céréaliers, le fameux duo Doug et Dave. Il les a défiés de reproduire toutes les caractéristiques évoquées par les croyants pour justifier l'authenticité d'un cercle. McNish leur a demandé de faire une ligne droite sur 400 mètres, ils en ont fait une de 800 mètres. Ce qui ressort de cet exercice, c'est que même si un cercle avait réellement été fait par des micro-ondes ou par un ovni, le fait n'en resterait pas moins que ces gens ont été tout à fait capables de créer de parfaits cercles céréaliers. Mais s'il s'agit uniquement de fraude, comment les faussaires peuvent-ils s'y prendre pour gagner l'intérieur des champs, leur canevas de travail, sans laisser la moindre trace de leur intrusion? C'est là du moins le genre de questions que se plaisent encore à rappeler les amateurs de mystère. Entre 1989 et 1994, un petit groupe d'enquêteurs français, le Comité Nord-Est des groupements ufologiques, le SNEGU, s'est rendu à plusieurs reprises dans le sud de l'Angleterre pour étudier le phénomène des cercles céréaliers. Les chercheurs n'ont pas été longs à comprendre la mécanique très humaine derrière le phénomène. Gilles Monch était l'un d'eux. Pour lui, l'absence de traces près des cercles n'a rien de bien mystérieux. La plupart des centres des cercles, c'est toujours valable en 2003 ou 2002, du moins, parce que 2003 n'est pas fait. La plupart des centres des cercles se trouvaient sur les tramlines, c'est-à-dire des rétracteurs. Mais il y en s'en trouvait un certain nombre qui se trouvaient, paradoxalement, une minorité en dehors des rétracteurs. Donc, comment atteindre cette rétracteur pour faire le cercle? Parce que nous étions convaincus que le cercle se faisait de façon pragmatique, avec, par exemple, c'est pas forcément exclusif, par exemple, une corde et 2 personnes. Il faut atteindre ce centre du cercle. Tant qu'on n'a pas le centre, on ne peut rien faire. Pour atteindre ce centre, il faut aller discrètement à travers les épis. On avait remarqué, filmé et prouvé qu'on pouvait très bien, notamment dans les champs de blé, se déplacer sans laisser de traces, en prenant quelques précautions dans un champ de blé, voire dans un champ d'avoine ou d'orge. Mais à force de faire des crop circles et en vertu d'un des principes du modèle d'économie, on s'est aperçu que les gens qui faisaient ça ne prenaient plus tant de précautions, puisque tout le monde marchait, tout le monde acceptait Donc des gens pouvaient très bien essayer d'aller au centre du cercle rapidement, en laissant forcément des traces, pour commencer le crop circle, et ensuite, avec une logique de construction qu'on a parfaitement identifiée, créer toute la figure, aussi complexe soit-elle. Effectivement, on a trouvé sous les blés, mais il fallait chercher longtemps et finalement retrouver l'existence de ces sentiers. Nous, on appelait ça des sentiers, c'est-à-dire un fin sentier, quelqu'un marche un pied devant l'autre à travers les blés sans se gêner. Il va coucher des épis sur une largeur de 5 cm dans la direction jusqu'au centre, de la périphérie du centre. Mais la périphérie, c'est long, il faut trouver le point de départ, il faut trouver le centre. Il n'y a qu'un rayon. Et ce rayon-là se trouve forcément complètement noyé sous les épis couchés. Si on ne le cherche pas, on ne le trouve pas. Et personne, apparemment, ne le cherchait. Nous, dès qu'on s'est mis à le chercher, on l'a trouvé systématiquement à un point tel qu'on était capable, avant de rentrer dans le champ, de dire où il allait se trouver, très probablement. Et ça marchait à 95% en gros, je n'ai pas fait de calcul statistique, 95% du temps, ça marchait. Quand on ne le trouvait pas là, on s'apercevait qu'il était un peu à côté. Pour quelques raisons, il y a peut-être un aléa qui avait que, par rapport à la logique la plus rudimentaire, avait fait ce petit défaut. Donc à partir de là, il y a d'autres exemples que les petits sentiers, mais c'est le plus révélateur. Pour ce qui est des cercles céréaliers, la première fois que j'ai enquêté sur un anneau ou une surface de végétation associée à un rapport d'observation d'OVNI, c'était au Canada, aux alentours de 1975. C'était donc longtemps avant que ne débute le phénomène des cercles céréaliers en Angleterre, aux alentours de 1980-1981. Je n'ai pas du tout été impressionné par ce que j'ai vu. En fait, au fil des ans, j'ai personnellement obtenu les confessions de plusieurs personnes
qui avaient fait certains de ces cercles pour susciter la curiosité du public. Mais avant cela, il y a quand même eu, au début des années 1970, de très intéressantes affaires au Manitoba et en Saskatchewan, où des gens ont rapporté avoir vu des objets atterrir et décoller en laissant derrière eux des traces au sol. Maintenant, on ne voit plus que ces formes plus ou moins élaborées, pour la plupart en Angleterre, et on présume que ces traces sont d'une certaine manière liées aux ovnis. Mais dans les faits, il n'y a que très peu d'observations. Je serais tenté de dire que nous sommes ici en présence de deux phénomènes tout à fait distincts. Il y a les cas où des gens observent un engin se poser et laisser des traces au sol, et puis il y a ces histoires de formation très élaborées et très complexes au niveau mathématique, mais qui restent à la portée des fraudeurs. Je pense que la preuve est faite que des arnaqueurs font des cercles céréaliers un peu partout à travers le monde. Évidemment, je ne parle pas d'un ou deux individus, mais de très nombreuses personnes. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs avoué publiquement comment elles s'y étaient prises. Je pense que le phénomène des cercles céréaliers n'est pas un vrai phénomène de type ovni, si je peux utiliser le terme vrai dans ce genre de contexte. Pour preuve que le phénomène des cercles témoigne d'une réalité fantastique, plusieurs n'hésitent pas à évoquer les travaux d'un certain W.C. Livengood, un biophysicien américain qui affirme avoir trouvé des variantes importantes entre les échantillons de végétaux provenant de l'intérieur des cercles et ceux recueillis ailleurs dans les champs. Mais l'objectivité et la méthodologie du scientifique, qui ne cache pas ses convictions pour la réalité exotique du phénomène, ont maintes fois été questionnées. Ceux qui croient que les cercles céréaliers sont réellement un phénomène paranormal et non pas uniquement une forme d'expression artistique évoquent des travaux comme ceux du Dr. Livengood, lequel affirme qu'il y a réellement une altération dans l'ADN, dans la croissance des plantes ou encore dans la plante elle-même. Cela est peut-être vrai. Ce n'est pas à moi de critiquer ces résultats, mais j'aurais tendance à mettre en doute l'affirmation générale de ces anomalies, parce que je sais que dans ce domaine, il y a souvent de la mauvaise science. Je dis ça sans pointer qui que ce soit. Par exemple, dans le cas des analyses, les gens savaient d'où provenaient les échantillons. Celui-ci provenait de l'intérieur d'un cercle et celui-là de l'extérieur. Or, en science, ce genre de test doit être fait à l'aveugle. On ne doit pas savoir si l'échantillon provient de l'intérieur ou de l'extérieur du cercle. Je me rappelle souvent cette histoire, même si je ne suis pas un biologiste, mais je crois pouvoir l'évoquer pour sa justification. À l'époque où on essayait de déterminer le nombre de chromosomes chez l'homme, on croyait qu'il y en avait 48. On a ensuite pensé qu'il y en avait 46. Puis les scientifiques sont retournés à leur microscope, ont regardé les chromosomes et les ont comptés. Et ils en ont compté 46. Puis quelqu'un a dit non, si vous les comptez correctement, vous en compterez 48. Et lorsqu'ils ont compté de nouveau, ils en ont compté 48. Preuve que même les scientifiques ne voient parfois que ce qu'ils veulent voir. Eux aussi peuvent être aveuglés par leurs croyances. Je crois que dans le dossier des cercles céréaliers, très peu de gens ont abordé ce phénomène de façon tout à fait neutre. Ceux qui acceptent d'analyser les échantillons sont souvent des sceptiques qui veulent prouver qu'il n'y a rien d'anormal, ou au contraire des croyants qui veulent prouver leurs prétentions. À mon avis, il n'y a eu aucune bonne analyse scientifique effectuée sur ces échantillons. Et s'il y en avait eu, je ne crois pas qu'ils auraient été très significatifs pour démontrer la réalité exotique du phénomène. Mais avec de la bonne science, il serait peut-être possible de prouver qu'il y a ou qu'il n'y a pas d'anomalie. Là, je serais certainement plus réceptif à ces affirmations. Dans les crop circles, nous pouvons observer par le passé, et c'est toujours valable maintenant, d'énormes défauts dans la fabrication, à condition de chercher ces défauts, alors qu'on pourrait penser qu'un phénomène un petit peu extraordinaire ou supérieur à l'intelligence purement humaine pourrait se permettre de faire quelque chose de vraiment géométriquement parfait. Or, la perfection géométrique est loin d'être le cas, d'être présente dans les crop circles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons prouvé que dans l'état actuel, les nœuds, même les épis pliés à la base, sont tout à fait faisables et de l'ordre d'une technologie humaine rudimentaire. Ce qui serait beaucoup plus troublant, c'est de trouver des champs dans lesquels les épis seraient couchés non pas à la base et au premier nœud, mais au sommet. Simplement comme ça. Ça, ce serait très difficile à faire par des hommes. Ou faire en sorte que les épis, au lieu d'être couchés dans un sens ou dans l'autre, puisque ça tourne, ça veut dire que le phénomène est capable de coucher dans la direction qu'il veut. Pourquoi ne pourrait-il pas faire en sorte que les épis s'enchevêtrent les uns dans les autres de façon très complexe, tout aussi facilement? Ça, ce serait très difficile à faire pour une technologie humaine, surtout rudimentaire. On pourrait aussi imaginer qu'au lieu d'avoir un crop circle en creux, dans un énorme champ, on ait le relief et tout le reste du champ soit plié. Pour une technologie suprahumaine ou
sans lui donner de qualificatif, je ne sais pas ce que ça pourrait être. On pourrait imaginer des choses comme ça qui seraient beaucoup plus difficiles à imiter et qui ne laisseraient aucun doute sur une origine mystérieuse, sans pour autant dire quelle est cette origine. Aujourd'hui, il se trouve de moins en moins d'amateurs pour défendre la réalité exotique des cercles céréaliers. La technique des faussaires est maintenant bien connue et il apparaît de plus en plus improbable que ce phénomène puisse relever d'une dynamique extraterrestre. Même les films censés montrer la création de cercles par des petites sphères lumineuses se sont révélés, à l'instar des cercles eux-mêmes, d'habiles mystifications. Mais s'il s'agit que de supercherie, quelle est la motivation des faussaires? Notre conviction était qu'il s'agissait, à ce moment-là, de land art, c'est-à-dire d'artistes qui faisaient un certain nombre de figures dans les champs pour se faire plaisir, pour faire une sorte de défi, de compétition peut-être entre différents courants de pensée, et le fait qu'il y ait différentes sortes de formations, différents modèles, différents types de dessins, typologies, qui servent dans certains cas ce qu'on a interprété comme des signatures, laissait à penser qu'il y avait une sorte de challenge entre différentes catégories de personnes, peut-être des écoles, puisqu'on avait constaté que quelles sont les personnes qui peuvent faire ce genre de choses. Il faut un minimum de temps libre pendant les vacances, il faut une certaine connaissance de la géométrie, des mathématiques, etc., pour pouvoir faire des choses, une certaine logique, une certaine, je dirais, approche cartésienne d'organisation de ça. Il faut donc un certain minimum, pas un degré très élevé, mais un degré de formation correcte. Donc c'est tout à fait en Angleterre, les challenges entre écoles, c'est quelque chose qui marche bien. Donc on s'est dit, ça pourrait être de cet ordre-là, pas forcément ça, mais de cet ordre-là. Donc une compétition entre artistes d'art. Depuis les aveux de Doug Bauer et de Dave Chorley, d'autres artistes se sont fait connaître. Ces équipes de fabricants de cercles, dont certaines, comme le Bill Bailey Gang, Merlin & Company, Spider-Man et Catwoman, sont maintenant bien connues de la presse britannique. En novembre 2000, l'un de ces artistes, un technicien en informatique, Matthew Williams, est d'ailleurs devenu le premier fabricant de cercles à être mis à l'amende pour avoir endommagé un champ de céréales. Preuve que la célébrité a un prix. Au large des États-Unis, délimité par les Bermudes, la péninsule de la Floride et l'île de Porto Rico, s'étend une vaste zone océanique où des centaines de navires et d'avions auraient disparu de façon tout à fait mystérieuse. C'est le triangle des Bermudes. On prétend que depuis des siècles, cette région serait le théâtre de manifestations inexplicables. Des navigateurs, en commençant par Christophe Colomb, y auraient vu de fantastiques lumières célestes. Des marins y auraient aussi aperçu d'étranges lumières sous la mer, des osnis, des objets sous-marins non identifiés. La plus célèbre disparition du triangle des Bermudes remonte au 5 décembre 1945. Ce jour-là, une escadrille composée de 5 bombardiers Avenger décolle de la base aéronavale de Fort Lauderdale. L'escadrille doit voler vers l'est, bombarder une vieille carcasse ancrée au large de la Floride et revenir à la base. Un exercice de routine. Vers 15h40, le lieutenant Charles Taylor, le commandant du vol, informe la base qu'il croit être perdu et que ses instruments sont déréglés. Il ajoute cependant qu'il pense être au-dessus des Keys, ce chapelet d'îlots situé à l'extrême sud de la Floride. Les contrôleurs tentent alors désespérément de ramener l'escadrille sur la terre ferme. Puis, éventuellement, ils perdent le contact radio. Vers 19h30, estimant que le vol 19 s'est probablement abîmé en mer à court de carburant, on organise des recherches. Et comme si la perte de l'escadrille n'était pas déjà suffisante, le soir même, un gros Martin Mariner, un hydravion parti à la recherche du vol 19, explose au large de Fort Lauderdale. Bilan de cette funeste journée, 27 hommes disparus et 6 avions perdus, 5 Avengers et 1 Martin Mariner. La US Navy conclura une erreur de pilotage pour expliquer la disparition du vol 19. On ne retrouvera jamais aucun débris de la maintenant mythique escadrille. Que s'est-il passé? Que sont-ils devenus? Plusieurs amateurs de mystère interprètent les événements du triangle des Bermudes comme des preuves d'une activité extraterrestre. Un phénomène qui est souvent associé aux ovnis est le présumé mystère du triangle des Bermudes, lequel concerne une région en mer située juste au large de la côte est américaine près des Bermudes. On prétend que de nombreux bateaux et avions y auraient disparu. La première chose à retenir, c'est que ce phénomène a été étudié par de nombreuses personnes, dont mon presque homonyme John Wallace Spencer,
Et même des sceptiques comme Lawrence David Couch ont publié sur le sujet. Une chose apparaît évidente, c'est que le triangle des Bermudes est d'abord et avant tout une statistique. Il y a plus d'avions et de bateaux dans ce secteur que partout ailleurs. Par conséquent, il y a plus d'accidents à cause de gens inexpérimentés en mer. C'est une sorte de terrain de jeu pour millionnaires. Les gardes-côtes ont porté secours à des gens qui n'avaient même pas de carte marine pour éviter les bancs de sable. À cela, vous devez ajouter toute la circulation illicite associée aux trafiquants de narcotiques, qui parfois préfèrent couler leur bateau plutôt que de tomber entre les mains des autorités. Le triangle des Bermudes pourrait bien n'être rien de plus qu'une simple statistique un peu plus élevée qu'ailleurs de navires et de bateaux disparus. Cela dit, il est vrai qu'il y a de nombreuses histoires étranges associées au triangle des Bermudes. Plusieurs de ces histoires s'expliquent peut-être par l'éruption du méthane qui, remontant du fond de la mer, rendrait l'eau si instable qu'elle perdrait toute sa portance, entraînant par le fond tout navire naviguant dans le secteur. D'autres études doivent être faites sur cette possibilité, mais cela m'apparaît comme de la très bonne science. Le plus célèbre rapport associé au triangle des Bermudes, et à mon avis l'un des vrais grands mystères, est celui de la disparition du vol 19, dont les avions n'ont jamais été revus depuis. Certes, on a retrouvé dans le secteur des avions comme ceux du vol 19, mais aucun de ces appareils ne correspondait à la patrouille perdue. Dans les faits, une escadrille d'avions est sortie, semble s'être perdue, tout en maintenant le contact radio avec sa base. Les pilotes disaient alors que le ciel et la mer paraissaient étranges. Ils ont changé de direction allant par ici, par là, ils n'ont jamais été revus. Ils n'étaient pas des pilotes expérimentés, sauf le commandant du vol qui aurait dû pouvoir les ramener sains et saufs à la base. Bien sûr, il est possible qu'ils se soient simplement perdus, aient brûlé tout leur carburant avant de s'écraser en mer. Mais déjà, à elle seule, cette disparition est assez mystérieuse. Mais ce n'est pas tout. Pour leur porter secours, on a envoyé une équipe de recherche très expérimentée à bord d'un Mariner, un hydravion. Cet appareil n'est pas revenu non plus. L'avion a très certainement explosé. Pour moi, c'est une coïncidence beaucoup trop extraordinaire. Ces événements nécessitent une meilleure explication. Une des possibilités, bien sûr, pourrait être qu'il y avait alors de très importantes anomalies magnétiques qui auraient pu affoler les boussoles, puis ultimement provoquer l'explosion des réservoirs d'essence du Martin Mariner, qui, il est vrai, était reconnu pour éprouver des problèmes de sécurité. Mais tout cela nous indique qu'il semble y avoir effectivement dans le triangle des anomalies géologiques. Je ne crois pas que le triangle soit ce mystère que l'on prétend, mais il y a néanmoins des choses étranges qui s'y sont produites. Il y a peut-être réellement quelque chose. Peut-être une météorite sous la mer, quelque chose dans ce secteur qui occasionnellement exercerait ses effets. Il y a tout un mythe qui a été entretenu autour du triangle des Bermudes. Il y a les livres best-sellers de Charles Berlitz ont beaucoup fait pour ça. Et on s'est dit, mais bon, ils vont où, ces bateaux et ces avions qui disparaissent? Surtout la fameuse patrouille de 1945 de 5 Avengers de Fort Lauderdale qui a disparu. Et après, l'avion qui est allé les chercher a disparu aussi, l'hydravion de secours. Et donc, on s'est dit, mais ils sont peut-être... ou ils passent dans une autre dimension, ils sont happés dans le temps. Parce que l'histoire que ce soit des ovnis qui soient derrière, c'était une des explications. Il y a aussi le genre vortex temporel, enfin je sais pas, des tourbillons qui aspireraient ou des passages dans une autre dimension. Ce seraient des portes, des zones instables. Mais bon, il y a la thèse effectivement qui est reprise par certains ufologues, disant, ben en fait ce qui se passe c'est que on enlève des gens, ben aussi on enlève des avions et des bateaux. Et le film Rencontre du troisième type, où on voit au début le retour des Avengers dans le désert et puis après des pilotes à la fin, a, je pense, involontairement sans doute beaucoup aidé à continuer l'amalgame, puisqu'on retrouve aussi au début du film un bateau dans le désert de Gobi. Voilà, donc le seul lien qu'il y a vraiment, une fois de plus, avec les ovnis, entre les ovnis et le triangle des Bermudes, c'est qu'effectivement, ben, comme partout ailleurs, on a observé des ovnis au-dessus du triangle des Bermudes. Mais le triangle des Bermudes a un attrait particulier pour les amateurs de mystère. C'est aussi une zone de disparition particulière.
Au siècle dernier, un journaliste new-yorkais, Charles Fort, a entrepris de colliger tous les récits hors normes. Pluie de grenouilles, disparitions mystérieuses, manifestations célestes inexplicables, créatures inconnues et plus encore. Charles Fort est devenu le premier archiviste du mystère. Incidemment, c'est en son honneur que les chercheurs regroupent aujourd'hui l'ensemble de ces manifestations sous le vocable de phénomènes fortéens. Fort avait compris que le monde est parfois beaucoup plus étrange qu'on ne l'imagine. Qu'elles soient ou non liées aux ovnis, les curiosités de Charles Fort continuent de fasciner. L'univers est probablement infini, non seulement dans les dimensions de l'espace et du temps, mais dans son contenu. Il recèle une multiplicité de lois inconnues et de faits inexplicables. À preuve, l'incroyable diversité du cabinet des curiosités.